Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de donner l'occasion de parler effectivement de la neuropathie tomaculaire. Je suis un peu l'intrus du congrès puisque je ne peux pas parler de CMT encore que. Voilà, neuropathie tomaculaire ou avec mon superbe accent, hereditary neuropathie with the ability to pressure palsy, donc neuropathie avec hypersensibilité à la pression. Donc moi je suis neurologue d'adulte à Saint-Étienne et surspécialisé, comme on dit, dans les pathologies neuromusculaires. Alors je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec cette présentation, même si j'en ai un grand nombre. Alors la neuropathie tomaculaire, c'est ça. Vous voyez une fibre nerveuse qui est entourée de sa gaine de myéline, et cette gaine de myéline, elle va faire des renflements, ici. Et si vous prenez une coupe dans l'axe du nerf, vous voyez l'axone qui va être entouré d'une gaine de myéline qui va être hypertrophiée. Et c'est ça qui va donner cet aspect-là. Ici, une autre biopsie de nerf avec des fibres qui sont normales et d'autres qui ne le sont pas, puisqu'en fait, on coupe par une de ces zones de renflement. Alors, neuropathie tomaculaire, le nom vient de tomaculum, qui veut dire saucisse, en fait, en latin, et on voit ces zones de renflement sur le nerf qui, si on prend les fibres nerveuses sur toute une longueur, évoquent, ma foi, un chapelet de saucisse, et c'est pour ça que ça a pris le nom de neuropathie tomaculaire. Et puis, cette notion dans l'acronyme anglo-saxon d'un nerf qui est sensible à des pressions très faibles, avec la possibilité qu'une paralysie ne s'installe. Alors, c'est une maladie génétique et finalement, ma présence n'est pas complètement due au hasard, puisque cette histoire va tourner là aussi autour de PMP22, PMP22 que vous connaissez bien, de par ses duplications, qui va aboutir au Charcot-Marie de type 1A, qui est la plus fréquente des formes de CMT. Et dans l'HNPP, je dirais HNPP maintenant, c'est ce qui sort le plus facilement. Dans cette HNPP, on va être confronté à une délétion, une ou des délétions de PMP22, qui est cette protéine transmembranaire, puisqu'elle a des parties en dehors et dedans, et qui est une protéine qui est formée de 160 acides aminés et qui va être exprimée par les cellules de Schwann, et elle représente un important pourcentage des protéines de la myéline. Alors, l'épidémiologie de cette HNPP, là, on rentre dans des choses qui sont quand même assez complexes, puisque cette pathologie apparaît rare, et dès qu'une pathologie est rare, on a beaucoup plus de mal à la compter. Alors, j'ai comparé avec les chiffres connus pour le CMT, 4 sur 10 000 personnes environ, alors que pour la HNPP, ce serait, ça dépend des différents articles de la littérature, mais entre 7 et 16 pour 100 000 habitants. Donc, encore une fois, une forme de neuropathie héréditaire qui est moins commune que le CMT. Alors, la première description, c'est un neurologue allemand, qui est le docteur De Jong, qui a publié, en allemand donc, en 1947, qui a décrit 2 familles. Et on verra que dans le temps, finalement, une seule de ces 2 familles aura une HNPP au sens génétique du terme, puisque les descendants ont pu être étudiés et on a trouvé l'anomalie, on l'a confirmé dans cette famille. Et ce docteur De Jong donc, décrit un jeune homme de 17 ans qui travaille dans les mines de charbon, avec, bien sûr, on l'imagine dans le cadre de son travail, des accroupissements répétés. Et ce jeune homme va installer une paralysie fibulaire avec un stépage de son pied gauche. À l'époque, l'idée de la génétique n'avait pas complètement convaincu ce docteur De Jong, puisqu'il avait discuté un mécanisme peut-être carentiel autour de la vitamine B1.
Alors, ceux qui aiment l'histoire de la médecine, qui ne parlent pas allemand, Koller, en 2002, a republié dans Neurology, une revue anglo-saxonne, l'observation princeps de Jong en anglais, qui est donc peut-être plus abordable, en tout cas par moi. Et la première publication en anglais, cette fois, c'est Earle en 1964. Alors, cette neuropathie par hypersensibilité à la pression, cette HNPP, la majorité des cas, ce sont des formes qui sont assez classiques, même si bien sûr on parlera des autres, et c'est une pathologie qui va concerner l'adulte jeune, en règle générale, même si des patients très très jeunes, il y a même des formes néonatales qui ont été décrites, ou des patients beaucoup plus âgés aussi, qui peuvent débuter leur maladie. Mon record personnel est une patiente de 82 ans de mémoire. Et donc ce sont des patients qui, à l'occasion de compression, de traumatisme, d'étirement, mais qu'on a envie de qualifier de minimes, puisque c'est des choses qu'on va rencontrer dans la vie courante, par exemple rester les jambes croisées un peu trop longtemps. Eh bien, dans ces suites d'épisodes assez minimes, le patient va présenter une paralysie, et ces paralysies vont concerner un tronc nerveux ou éventuellement des plexus. Alors, dans cette forme classique, et j'ai beaucoup vu ça dans les questions qui ont été, qui viennent de vous, cette forme est décrite comme aiguë et indolore. C'est-à-dire c'est un patient qui va présenter une paralysie d'un nerf radial, d'un nerf fibulaire, de façon très rapide, sans douleur particulière. Or, dans la littérature, il est rapporté des douleurs beaucoup plus persistantes, finalement chez 3/4 des patients, et on verra que ces douleurs sont différentes dans leur étiologie. Quels sont les nerfs concernés? Alors, on a dit que c'est des pathologies qui sont assez rares, mais il y a quelques grosses séries dans la littérature, et il y a une série de nos collègues parisiens qui rassemble 70 patients, ce qui est quand même assez important. Et vous voyez que les nerfs concernés par ces paralysies dues à la HNPP, c'est le nerf fibulaire, donc qui sera responsable d'une chute du pied. C'est le nerf ulnaire, donc ça c'est le plus fréquent, 36% des cas. Le nerf ulnaire, qui est responsable surtout de la musculature intrinsèque de la main, ça représentera un gros quart des patients. Des atteintes du plexus brachial, 20% des cas. La paralysie radiale avec une chute du poignet et des doigts, un défaut d'extension dans 13% des cas. Et enfin, des atteintes du nerf médian dans 3% des cas. Alors, on s'était intéressé avec un grand nombre de neurologues français à essayer de rassembler une série, mais des patients les plus jeunes. La question qu'on s'était posée, c'est quand un patient jeune arrive avec une paralysie aiguë, quand est-ce qu'il faut rechercher une HNPP? Et donc, après quelques coups de fil, on a rassemblé une série de 51 patients venant de toute la France, et on retrouve ce que je viens de vous dire, à savoir que les atteintes du nerf fibulaire, 30% des cas, ulnaire 30%, radial et médian, 10% chacun. Donc avec ça, vous avez 80% de toutes les paralysies rencontrées dans la HNPP et d'autres autres nerfs moins communs. Si on regarde l'âge des patients, donc évidemment, ils ont tous moins de 30 ans, puisque c'est l'objet de notre travail, et vous voyez qu'il y a un pic aux alentours de 18 ans, donc on parle bien de l'adulte jeune, mais on a un petit nombre de patients qui ont 10, 12 ans, et qu'il faut connaître pour rechercher chez ces jeunes patients aussi une HNPP. L'histoire familiale, elle n'est pas toujours évidente, puisque c'est une maladie génétique, encore une fois, de transmission autosomique dominante, et on voit que finalement, dans notre cohorte de patients qui ont été quand même assez bien étudiés, parce que faire une paralysie quand on est jeune, c'est quand même assez étonnant, eh bien cette histoire familiale, on la retrouve finalement que dans moins de 2/3 des cas. La cause n'est identifiée que, là aussi, dans un petit peu moins de 2/3 des cas, 61%, et il est retrouvé une compression qui va durer plus d'1 heure chez une grosse moitié des patients, et puis pour l'autre petite moitié,
des étirements assez minimes, étirements de bras ou une compression assez minime au niveau du genou, par exemple. Voilà, donc des choses tout à fait mineures pour l'autre moitié des patients. Quand on voit ces patients, on constate le déficit. C'est un déficit qui est bruyant. Vous avez un sujet qui installe une paralysie d'une main ou la chute d'un pied. C'est des gens qui, en règle générale, quand c'est brutal, vont consulter assez rapidement, surtout si c'est le mode d'entrée dans la maladie. Et voilà, ici vous avez une chute du pied, ici vous avez une paralysie radiale avec un défaut d'extension du poignet. Et en dehors de ce déficit, on peut trouver des choses à l'examen qui doivent étonner le clinicien, avec par exemple des réflexes tendineux qui vont être faibles, surtout si le sujet est jeune, la possibilité d'avoir des anomalies des pieds, les pieds creux que vous connaissez, et l'évolution de ces patients, le tableau classique encore une fois, c'est une récupération en quelques jours à quelques semaines, avec pour un grand nombre de patients, et c'est heureux, une récupération complète. Mais malheureusement, dans 50% des cas, peuvent persister des séquelles qui seront une paralysie incomplète, qui seront une fatigabilité dans le territoire du nerf qui a été touché, ou, encore une fois, certaines douleurs qu'on réévoquera. Et puis c'est pour ça que je vous ai mis un mouton à 5 pattes. À côté de toutes les formes typiques auxquelles on pense en règle générale, il y a aussi tout un tas de formes atypiques, et j'ai mis sur cette diapositive uniquement des présentations avec une génétique qui a été prouvée en faveur d'une HNPP. Et donc, le syndrome du canal carpien, on a vu que finalement, on parle de tableau aigu, on a vu que ce n'était pas le plus fréquent, mais c'est possible, des tableaux de paralysie sciatique, des présentations pseudo-CMT, des formes qu'on appelle pseudo-polynévritiques, où il y a moins le côté très aigu, mais il y a plus l'aggravation progressive d'un patient qui va se retrouver avec un tableau, encore une fois, qui est assez proche du CMT. Des présentations pseudo-PIDC pour polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, qui est une pathologie auto-immune du nerf périphérique, avec des tableaux qui vont évoluer un peu par poussée ou s'aggraver un peu par poussée. Des atteintes des ceintures, des tableaux d'atrophie musculaire progressive, des atteintes de nerfs un peu atypiques comme des paralysies laryngées, des paralysies du nerf phrénique avec atteinte du diaphragme et gêne respiratoire. Même si c'est exceptionnel, il peut y avoir des paralysies faciales qui ont été rapportées, donc atteinte motrice du nerf de la face liée à la HNPP, des phénomènes de crampes, des troubles de la marche, et puis d'exceptionnels cas où il y a une pathologie de la myéline périphérique responsable de la HNPP, et chez ces mêmes patients, des anomalies de la myéline du système nerveux central. Alors, comment on fait le diagnostic des HNPP? C'est toujours la même histoire en médecine. La première chose, c'est déjà d'y penser. Je ne vais pas vous faire un cours d'électromyogramme. Malheureusement, je pense que certains d'entre vous ont dû en avoir. Donc, on stimule les nerfs avec un choc électrique et on va enregistrer des réponses. On va mesurer des latences, on va mesurer des vitesses de conduction, des amplitudes de réponse, des surfaces de réponse. Devant un patient qui a une HNPP, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Tout d'abord, on va avoir une équation qui doit faire tilt dans la tête de l'électrophysiologiste. C'est un EMG qui est plus malade que le patient. Je veux dire par là que votre patient vient pour une paralysie d'un poignet ou la chute d'un pied, et à l'électromyogramme, vous allez trouver des anomalies des vitesses de conduction beaucoup plus diffuses. Il vient pour son poignet, vous avez des anomalies aux membres inférieurs, etc. Et ça, à partir du moment où l'EMG apparaît plus malade que le patient, ça doit faire penser automatiquement à une pathologie génétique qui, en fait, a démarré beaucoup plus tôt par rapport à l'installation du déficit du patient. On va retrouver des ralentissements dans les zones de contrainte. Alors, c'est quoi les zones de contrainte? Pour le nerf radial, c'est en arrière de l'humérus. Pour l'ulnaire, c'est au coude, puisque le nerf passe dans la gouttière. Pour le nerf fibulaire, c'est au niveau de la tête du péroné.
tous des endroits où le nerf est en contact de relief osseux, et on comprend que si on exerce une pression, même minime, sur ce nerf fragile, alors un déficit va s'installer. Je ne rentre pas dans les détails des anomalies motrices, mais chez ce patient qui va installer brutalement une paralysie, quand on étudie les nerfs sensitifs, on va aussi avoir des anomalies, et finalement, un certain nombre de ces anomalies-là, on raisonnera un peu de la même façon avec le patient qui a un CMT. Alors, dans notre série Pas de scoop, on retrouve dans presque 100% des cas, quelle que soit la présentation clinique, un ralentissement pour le nerf ulnaire au coude. Encore une fois, c'est une zone de contrainte qui est très classique. Encore une fois, ce travail, c'était de dire, mon jeune patient vient pour une paralysie, quand est-ce que je fais une génétique de CMT ? Eh bien, vous voyez, il y a une anomalie du nerf ulnaire chez presque 100% des patients, une anomalie au niveau du nerf fibulaire dans 96% des cas, et un allongement de la latence distale, c'est le temps entre la stimulation et la réception sur mon muscle médian. C'est une valeur qui est très classiquement allongée dans le canal carpien. Ben, vous voyez que, quelle que soit la présentation de votre patient, dans presque 90% des cas, il a un canal carpien électrique bilatéral. D'autres outils sont proposés. Alors, l'échographie du nerf, ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus au goût du jour, avec des radiologues formés et surtout des neurologues qui se sont emparés des centres d'échographie et qui, en parallèle de leur EMG, vont faire de l'échographie et vont pouvoir retrouver des zones d'épaississement de ce nerf. Et puis, peut-être un peu plus confidentiel et réservé à des neuroradiologues expérimentés, mais surtout intéressés, la possibilité de faire des IRM de nerfs. Et là aussi, on va pouvoir retrouver des anomalies. Et puis, bien sûr, la génétique. La génétique, si j'ai une présentation clinique évocatrice, si j'ai un EMG qui va dans le sens, je demanderai un test génétique à la recherche de la mutation que je vous ai présentée sur ma première diapositive, mais aussi d'autres mutations moins classiques qui représentent peut-être dans notre série, je crois que c'était 8% de nos patients qui n'avaient pas la mutation classique de PMP22. J'ai commencé ma diapositive avec la biopsie de nerf pour expliquer le terme de tomacula, avec encore une fois cet aspect en chapelet de saucisse. Il est clair que on ne fait pas de diagnostic d'HNPP sur une biopsie de nerf, c'est maintenant complètement inutile. L'équation clinico-électrique est suffisamment intrigante pour qu'on aille à la génétique et ne pas proposer un geste invasif et évidemment pénible pour le patient. Le diagnostic différentiel, quand est-ce qu'on peut se tromper ? Eh bien, le CMT. Le CMT arrive en première ligne. Je vous ai raconté ces histoires de paralysie aiguë, mais il y a tous ces patients qui vont faire des tableaux beaucoup plus progressifs, de type atteinte de plusieurs nerfs. Et puis, il y a d'autres entités neurologiques qui peuvent entraîner la paralysie d'un nerf. Alors, des mononévrites multiples dans des contextes de maladies vasculaires auto-immunes, le syndrome d'Ehlers-Sumner qui est une neuropathie inflammatoire auto-immune asymétrique qu'on peut prendre pour une HNPP, la lèpre qui donne des mononeuropathies, mais il faut qu'il y ait un cadre évidemment clair pour ce diagnostic. Si on réfléchit juste à la HNPP et au CMT, en règle générale, dans la HNPP, les symptômes ou les déficits cumulés sont moins importants. Je le redis, la plupart des patients vont récupérer, heureusement, très favorablement de leurs troubles. Alors que le CMT, lui, malheureusement, au fil du temps, va accumuler une atrophie musculaire et une déformation des pieds que vous connaissez. Quel est le pronostic et le traitement ? Eh bien, le pronostic, il est en généralement bon.
La possibilité d'y avoir des douleurs. Alors, c'est deux types de douleurs. C'est une atteinte de tronc nerveux, c'est des nerfs mixtes qui sont sensitifs et moteurs, donc il peut y avoir des douleurs neuropathiques. Et puis, chez les patients qui vont installer des troubles orthopédiques ou cette présentation pseudo-CMT, ils vont aussi avoir des problèmes articulaires ou des maux de dos ou des choses comme ça, qui seront plus la conséquence de leurs troubles de la marche qu'en lien direct avec la neuropathie. Comment prévenir ces paralysies? Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait le diagnostic, on va mettre les patients en garde. Alors, en garde contre des compressions trop prolongées. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hygiène du coude, hein, ne pas maintenir des positions de flexion trop importantes. Attention à la nuit. Hein, la nuit, il y a beaucoup de gens qui dorment avec les bras repliés. On peut proposer des petites choses pour essayer de prévenir ça. Ne pas avoir des bottes serrées qui se terminent au niveau du col de la fibula. On ne conseillera pas à quelqu'un qui a une HNPP d'aller faire les vendanges ou de refaire lui-même son carrelage. En gros, tout ce qui peut entraîner une position accroupie prolongée. Pour les plexus, par exemple, se méfier en randonnée de ne pas porter un sac trop lourd. J'ai aussi en tête un patient qui avait utilisé une débroussailleuse avec les harnais que vous connaissez, qui exerçait une pression sur ses deux plexus brachiales et qui, le lendemain de ses travaux forestiers, avait malheureusement une atteinte de ces deux plexus, donc avec une paralysie de ses deux bras, qui heureusement a évolué favorablement. Et puis il y a des situations qui sont importantes à connaître, c'est l'accouchement. Hein, une jeune femme qui a une HNPP, l'équipe qui va s'occuper de son accouchement devra être au courant pour se méfier à ne pas installer cette patiente dans des positions inconfortables pour ses nerfs, je pense aux étriers, ou alors de modifier ces positions le plus possible. Quand on sait en plus que les patients ont bien souvent une péridurale, donc il n'y aura pas un ressenti parfait de toutes les sensations, donc ça incite vraiment à une grande prudence chez ces patients. De la même façon, pour des patients éventuellement plus âgés, pour des chirurgies de hanches ou pour des chirurgies de genoux, toute l'équipe d'anesthésie et de chirurgie devra être au courant pour pas qu'au décours de la chirurgie, on constate qu'il y ait un stépage ou autre chose. Et puis bien sûr, quand le déficit est aigu, on peut être amené à compenser ces déficits avec des orthèses, l'orthèse de releveur pour un patient qui aurait un stépage par exemple. Alors, je remercie vraiment Léna Mansec qui a donc échangé avec un certain nombre d'entre vous. Si j'ai bien compris, il y a un petit forum qui a été mis en place avec, quand elle m'a envoyé son premier mail auquel je n'ai pas répondu tellement j'étais sous l'eau, il y avait au moins une quinzaine de personnes et puis j'ai noté au moins 170 échanges avec des questions qui sont survenues. Alors, j'ai préparé mes diapositives et ensuite j'ai regardé les questions et je me suis dit, est-ce qu'on a répondu à peu près tout? Alors, la différence entre HNPP et CMT, eh bien, j'espère que vous avez compris, entre des déficits aigus et quelque chose de plus chronique, mais aussi, encore une fois, des ressemblances. Et finalement, la prise en charge, eh bien, c'est le phénotype, c'est-à-dire quels sont les déficits du patient qui vont compter. Peu importe finalement si c'est une HNPP ou un CMT, il faudra l'aider en fonction des symptômes qu'il a installés. Paralysie indolore, c'est le tableau aigu, mais encore une fois la possibilité qu'il puisse exister des douleurs un peu chroniques chez ces patients. Et si la HNPP n'est pas bien connue des docteurs, je pense que la partie douleur de ces HNPP l'est encore moins. La variation du phénotype, pourquoi tel patient va se présenter comme ça et tel autre comme ça, on ne le sait pas bien pour être franc. Avec la même mutation, il peut y avoir des présentations complètement différentes. Après, pour certaines mutations ponctuelles, il y aura des phénotypes un peu plus caractéristiques, mais il reste encore beaucoup de questions. La prévalence, elle n'est pas très bien connue. L'idée, c'est notre quotidien de soignants, c'est de faire des banques et puis de remplir et de renseigner des cohortes pour avoir une idée plus précise. Est-ce que la recherche sur PMP22 peut être utile aux patients porteurs du HNPP? Bien évidemment, bien évidemment. Ce n'est pas parce que la mutation ou l'anomalie génétique n'est pas la même
que ce que la recherche pourra apporter sur une maladie ne pourra pas déborder sur la prise en charge d'une autre maladie. C'est tellement vrai dans notre quotidien. On parle du nerf périphérique, mais c'est vrai pour les maladies inflammatoires ou les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'on peut proposer un régime particulier aux patients avec une HNPP? Non, il n'y a rien qui ait apporté la preuve d'une efficacité. Bien sûr, l'idée, c'est de ne pas avoir un régime avec des toxiques pour le nerf, j'allais dire, chez quelqu'un qui a déjà une neuropathie. Vous l'avez compris, je pensais à l'alcool. La méconnaissance de la HNPP, c'est toute pathologie rare. La sclérose en plaques, c'est beaucoup plus fréquent. Un médecin généraliste, dans sa patientèle, il a entre 0 et un patient qui a une CEP. Donc, j'ose même pas imaginer combien de patients avec une HNPP il va suivre, même si c'est enseigné, bien sûr, à nos étudiants. Mais histoire de vous tirer une petite larme, l'enseignement de la neurologie dans mon université, c'est 17 heures pour les patients de 4e année. J'ai dit patient, c'est un lapsus, pour les étudiants de 4e année. L'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire, j'irai très vite. Je crois que l'exposé qu'on vient d'entendre vous a montré qu'il fallait des gens qui connaissent, des kinés qui connaissent, des podologues, etc., des rééducateurs à même de prendre en charge ces patients et avec une bonne connaissance de la maladie qui pourront apporter des solutions les meilleures. Le traitement des douleurs, je l'ai dit, elles sont de deux natures. Il peut y avoir des douleurs un peu neuropathiques et des douleurs musculo-squelettiques. Ce n'est pas du tout les mêmes molécules, ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge. Le kiné pourra aider le musculo-squelettique, pas tellement les douleurs neuropathiques. Les traitements sont encore une fois pas les mêmes. Donc c'est important de pouvoir les différencier. Et ça, j'ose espérer que les médecins sont en capacité de le faire. Alors, dans les questions, est-ce qu'il peut y avoir des troubles digestifs, de paralysie de la vidange gastrique, par exemple? J'ai rien trouvé de tel. Des douleurs du nerf pudendal, pas tellement. Des troubles de déglutition, j'ai pas trouvé ça non plus dans les références disponibles dans la littérature. La place de la chirurgie, oui, si quelqu'un a un canal carpien dans le cadre d'une HNPP avec des phénomènes douloureux et ou un déficit, ce patient-là devra être opéré et le chirurgien devra être au courant que le nerf dont il va s'approcher est un nerf qui est fragile. La sensibilité aux médicaments, ça vaut pour la HNPP, mais aussi pour le CMT par exemple. On sait très bien malheureusement que certains patients vont révéler leur maladie alors qu'on met en place un traitement, et je pense à des chimiothérapies de cancer, des chimiothérapies qui vont être toxiques pour le nerf et qui le seront peut-être encore plus puisque le nerf est malade. Et si on l'ignorait avant la chimio, parfois ça peut être une porte d'entrée dans la maladie. Et enfin, la neuropathie des petites fibres. Alors, les petites fibres, c'est les fibres qui véhiculent la douleur et la sensibilité au chaud, au froid. C'est des fibres qui ont la caractéristique de ne pas être myélinisées. Donc, on est aux antipodes de notre HNPP, puisque vous avez vu que c'était une pathologie de la myéline. Donc, non, pas tellement de choses disponibles sur le sujet. Voilà, pour ceux que ça intéresse encore plus, j'ai fait un choix d'articles complètement partial, puisque je vous propose la très bonne revue conduite par un certain Charamatarian, publiée dans le journal de neurologie en 2020. Je vous propose l'article qu'on avait écrit avec Florence Robert-Varva de mon service et la plupart des neurologues français qui font du nerf périphérique chez le sujet jeune. Et enfin, une petite revue qu'on a publiée dans la revue Neuro sur neuropathie et grossesse qui traite de la HNPP, mais aussi de toutes les autres neuropathies, qu'elles soient inflammatoires ou génétiques. Je vous remercie pour votre attention.